Une finale, ça se gagne. Bon, ça, on est tous d'accord. Mais c'est quand même mieux quand elle laisse une trace derrière elle. Et justement, c'est ce que certaines d'entre elles ont réussi à faire au fil du temps. Ces finales traversent les âges et rappellent des émotions fortes à ceux qui les ont vécues ou les racontent. L'équipe de Zone Foot vous propose son top 10 des finales les plus mythiques. Alors, pour bien choisir, je vais vous présenter les critères qu'on a utilisés pour faire notre sélection. Le scénario, les équipes et les stars alignées sur la pelouse et les moments marquants qui sont restés à la postérité. Avant de lancer ce top 10, je vous fais le rappel habituel, abonnez-vous la zone, c'est un petit clic et ça nous aide beaucoup. Allez, on est parti pour le top 10 des finales les plus mythiques. Les gars, on n'a pas réussi à se décider pour la place de 10e, alors on va vous laisser choisir en commentaire, 1 minute chacun pour convaincre, je commence et mon choix se porte sur la finale de la LDC 2010-2011 entre Manchester United et le Barça. Pourquoi elle doit être dans le classement selon moi? Parce que déjà on assiste à ce jour-là à ce qui est pour beaucoup la plus grande performance de football d'une équipe en finale. Le Barça de Guardiola est à son apogée, encore plus fort que 2 ans auparavant, lors de leur victoire en 2009, encore une fois face à Manchester United. Les Red Devils avaient été au niveau malgré la défaite, mais cette fois, ils vont se faire marcher dessus. Le Barça déroule et asphyxie Manchester, on assiste à un récital technique et physique. Pedro ouvre le score sur une merveille de passe de Xavi, et malgré l'égalisation, hors jeu d'ailleurs, de Wayne Rooney, le Barça reste calme et se monte encore plus fort en seconde période. Léo Messi et David Villa inscrivent 2 chefs-d'œuvre et émerveillent un Wembley, en grande partie supporter de Manchester certes, mais qui doit s'incliner face à tant de classe. Le Barça est sacré ultra logiquement, et c'est Eric Abidal qui soulève le trophée. Pourquoi lui, me direz-vous? Tout simplement car il vient de battre son cancer et a fait son retour pour cette finale de Ligue des Champions. C'est juste incroyable alors qu'on le pensait totalement fini pour le football et à juste titre. Une soirée magique en tout point conclue par les mots d'un Sir Alex Ferguson admiratif de l'adversaire, et Dieu sait que c'est rare. C'est la meilleure équipe que je n'ai jamais affrontée. Jamais on n'avait pris une telle raclée. Quand on connaît le caractère de l'Écossais, cela renforce un peu plus la performance magique du Barça ce jour-là. Et oui, moi, mon numéro 10 perso, c'est la finale 87. Parce qu'en vrai, quoi de plus mythique qu'un geste qui traverse le temps? Un geste recopié par tous les grands après sa naissance aux yeux du monde. Et ce geste, il est l'œuvre de la légende algérienne Rabat Madjer lors de la finale de la Ligue des Champions en 1987. C'est également la première finale de Ligue des Champions de l'histoire du FC Porto qui affronte un club plus habitué à ses joutes, le Bayern Munich. Les Allemands sont favoris dans cette finale et ça se ressent dès le début du match où ils en imposent aux Portugais. La bande à Lothar Matthäus, Rummenigge ou encore Andreas Brehme marque assez vite dès la 24e minute. La domination des Munichois continuera tout au long de ce match, jusqu'à un dernier quart d'heure fou. Les Portugais réagissent et de quelle façon? Sur un centre venu de la droite de Jouari, Madjer reprend d'une talonnade acrobatique, marque et relance le FC Porto dans cette finale. Il vient de médiatiser aux yeux du monde entier un geste qui va tout changer. Le FC Porto enchaîne et ils inscrivent un deuxième but de la part de Jouari. Le FC Porto est bien pour la première fois champion d'Europe, mais ce qui perdure encore aujourd'hui, c'est cette fameuse Madjer qui a traversé le temps. Bon la Zode, à vous de choisir maintenant laquelle des deux finales vous préférez, et maintenant on est parti pour les 9 restantes parce que celles-là, on les a choisies. 24 mai 2014, putain c'était il y a déjà plus de 10 ans, ça nous rajeunit pas. Stade de la Luz à Lisbonne. Pour la première fois de l'histoire, une finale 100% madrilène. L'Atlético, champion d'Espagne, affronte un Real largué en championnat, mais très focus sur la quête de la décima, la 10e Ligue des Champions qui lui échappe depuis 12 ans. Les hommes d'Ancelotti viennent d'humilier le Bayern et s'avancent en léger favori dans cette finale. Le match est très cadenassé et l'Atlético ouvre le score sur un but franchement dégueulasse. Le score ne bouge plus pendant longtemps. Ils sont en train de le faire. L'Atlético est en train de briser le rêve du Real. Mais, dernière chance pour la bande à CR7. On joue la 93e minute et dans un ultime effort sur un ultime corner tiré par Modric, Ramos inscrit un but de légende et assomme l'Atlético. Dans la foulée, Simeone encourage ses supporters à chanter 2 fois plus fort, mais le mal est fait. Le choc psychologique est trop puissant et l'Atlético, épuisé de son match, ne s'en relèvera pas. Bale marque, Marcelo aussi et Cristiano termine le travail sur penalty. Le score est lourd, 4-1, mais ce match rentre instantanément dans la légende. C'est la 10e du Real Madrid et en plus dans un scénario complètement fou. Merci messieurs. Bon, déjà une finale qui a son propre surnom, ça en jette.
Mais je vais vous raconter pourquoi cette finale est si mythique. Nous sommes en 1954 lors de la Coupe du Monde en Suisse et le grand favori de la compétition, c'est la Hongrie. Et oui, à l'époque, la Hongrie vit son âge d'or et débute cette Coupe du Monde forte d'une série d'invincibilité qui date du 14 mai 1950. Ça fait 4 ans que les types n'ont pas perdu un match. Entraînés par la légende Gustav Seebes, les Hongrois pratiquent un football révolutionnaire où les dépassements de fonction sont nombreux. L'équipe est même surnommée le 11 d'or avec au cœur de ce plan de jeu une légende, Ferenc Puskás. Il n'est pas encore parti du côté du Real Madrid, mais a déjà un niveau de jeu incroyable. Les Hongrois marchent sur la compétition et atteignent la finale en se débarrassant du Brésil en quart et de l'Uruguay en demi-finale. Ils retrouvent un adversaire qu'ils avaient écrasé en phase de poule, 8-3, l'Allemagne de l'Ouest. Et on peut dire que c'est une sacrée surprise. L'équipe allemande est composée de pas mal d'amateurs et n'était même pas tête de série avant le début de la compétition. Leur présence étonne le monde du foot, mais ils sauront se rattraper. La finale débute et les Allemands opposent un jeu pragmatique et fermé au football total des Hongrois. Pourtant, dès la 8e minute, le score est de 2-0 pour la Hongrie. Pas facile face aux favoris de la compétition. Mais les Allemands ne lâchent pas et réagissent vite contre toute attente en inscrivant 2 buts. On joue la 18e minute de jeu et le score est déjà de 2 partout. Pourtant, les deux équipes sont loin de se calmer et enchaînent les offensives. Les Hongrois notamment se cassent les dents sur le gardien allemand et touchent même le montant. La pluie, présente depuis le début du match, continue de tomber et le terrain devient de plus en plus lourd. Une bonne nouvelle pour les Allemands qui sont équipés de crampons vissés qui s'adaptent à l'humidité, création de la part d'un certain Adi Dassler, le fondateur d'Adidas. Les Hongrois continuent d'essayer, mais à la 84e minute, le stade retient son souffle lorsque l'Allemand Walter Rahn envoie une frappe du gauche qui donne l'avantage aux Allemands. Ferenc Puskás pensera bien égaliser en fin de match, mais son but sera refusé pour un hors-jeu douteux. Le miracle de Berne a donc bien eu lieu. Un véritable acte fondateur pour la Mannschaft qui enchaînera les succès que l'on connaît les années suivantes. Et même s'il existe de forts soupçons de dopage de la part des joueurs allemands, cette finale reste un véritable symbole qui incarne le renouveau politique, économique et identitaire de l'Allemagne de l'Ouest. Finale de l'Euro 1976. C'est l'histoire d'une des plus mémorables finales de l'histoire du football européen, Tchécoslovaquie vs RFA en finale de l'Euro. La RFA, c'était la grande favorite de la compétition. Vainqueur de l'Euro 72 et de la Coupe du Monde 74, l'équipe allemande comptait dans ses rangs des joueurs de légende comme Franz Beckenbauer et Sepp Maier. En face, la Tchécoslovaquie, outsider de cette finale, présentait une équipe talentueuse, bien organisée, mais sans la même aura et sans la même puissance que son adversaire. La Tchécoslovaquie, emmenée par Antonin Panenka, je pense que ça vous dit quelque chose, a pourtant rapidement pris les devants en menant 2-0 grâce à des buts de Jan Zvelik et Karol Dobias. Mais l'Allemagne s'était fait une spécificité de ne jamais s'avouer vaincue à l'époque et revient dans le match avec un premier but de Dieter Müller. Et dans les dernières minutes de la rencontre, l'Allemagne égalise 2-2 grâce à un but de Bernd Holzenbein. On fonce en prolongation. Après ces prolongations sans but, le match se joue pour la première fois de l'histoire de l'Euro au tir au but. Ce format, les tirs au but, ayant été introduit peu avant cette édition. Au terme de la séance, le joueur tchécoslovaque Antonin Panenka s'élance et, au lieu de tirer avec puissance comme tous les joueurs, effectue une douce pichenette en plein centre du but, prenant Sepp Maier à contre-pied. À l'époque, on n'avait jamais vu quelqu'un tirer comme ça. Et voilà comment, en une fraction de seconde, faire rentrer son nom de famille dans la légende. Panenka, à ce moment-là, n'est plus un joueur, c'est un nom, un geste aussi connu que le football lui-même. Et pour sublimer le geste de Panenka, sur ce but justement, la Tchécoslovaquie remporte ainsi l'Euro en s'imposant 5-3 au tir au but après un match nul 2-2. Cette victoire reste l'unique titre majeur de la sélection tchécoslovaque et le geste de Panenka, au-delà d'être ultra connu aujourd'hui, est encore cité comme l'un des plus grands moments de créativité de l'histoire du football. Bah oui, désolé du terme, faut avoir les coronets bien accrochés pour tirer un péno en finale comme cela. Ça me rappelle quelqu'un d'autre, tiens. Bienvenue dans le sommet du football de nation. Nous sommes en 1970 pour la Coupe du Monde au Mexique. Deux équipes s'affrontent en finale, le Brésil et l'Italie. Point commun, le Brésil et l'Italie comptent toutes les deux Coupes du Monde à leur actif. Et selon le règlement voulu par Jules Rimet, fondateur de la Coupe du Monde, la première nation à atteindre les 3 sacres se verrait obtenir définitivement le trophée. Cette finale, c'est donc l'opportunité d'inscrire définitivement sa nation dans l'histoire du foot mondial. Après la désillusion de la Coupe du Monde 66 et une élimination en phase de poule, le Brésil est revanchard. Et surtout, bien armé, avec des stars comme Gerson, Rivellino, Jairzinho ou encore Pelé qui dispute là sa dernière Coupe du Monde. Les Brésiliens tournent à une moyenne de 3 buts par match depuis le début de la compétition.
Mais attention, en face, l'Italie, qui a mal commencé son tournoi, vient de sortir vainqueur d'un match que certains appellent le match du siècle. Un match fou qui aurait vu les Italiens l'emporter 4-3 après prolongation contre l'Allemagne de l'Ouest d'un Franz Beckenbauer avec la clavicule cassée pendant près d'une heure de jeu. D'ailleurs, si vous voulez un format de ce match fou, dites-le nous en commentaire. Les Brésiliens doivent donc se méfier de cette Italie au mental de fer. Mais les hommes de Mario Zagallo ne semblent pas perturbés en début de match et jouent leur football de gala. Dès la 18e minute, c'est Pelé qui lance parfaitement cette finale en ouvrant le score. Mais juste avant la mi-temps, contre toute attente, l'Italie vient égaliser et mettre le doute dans la tête des Brésiliens. Enfin, pas vraiment, parce que c'est le début du festival à Ouro Verde. Les Brésiliens réalisent une deuxième mi-temps incroyable qui restera comme l'une des plus belles performances en finale de Coupe du Monde. Les Italiens ne voient plus le jour. Gerson va inscrire un deuxième but à la 68e minute. Pelé de son côté distribue 2 caviars à ses compatriotes Jorginho et Carlos Alberto. Ça fait 4-1 face à des Italiens médusés devant la performance. Le Brésil repart donc avec le trophée Jules Rimet. Pelé devient le seul joueur à avoir remporté 3 Coupes du Monde dans sa carrière. Mario Zagallo devient quant à lui le premier à avoir remporté la Coupe du Monde en tant qu'entraîneur et en tant que joueur. Une fin de rêve pour le Brésil. On commence à rentrer dans du très lourd les gars, c'est pas la finale de Porto que Bilal nous a raconté. 26 mai 1999, Camp Nou, 2 équipes de légende et Pierluigi Collina au sifflet. Manchester United et le Bayern se font face dans ce match qui a déjà tout de fantastique. 90 000 personnes assistent à un match qui s'annonce ultra tendu, mais le Bayern ouvre très vite le score et mène 1-0. Pendant longtemps, tout le match quasiment. Manchester bute sur une défense exceptionnelle et Schmeichel, le goal de United, permet à son équipe de ne pas couler et de conserver un mini-espoir. 91e, Teddy Sheringham, qui vient de rentrer, marque et fait exploser le Camp Nou. Prolongation? Non. Solskjaer, qui vient de rentrer, marque et offre la plus belle finale de l'histoire, à ce moment-là, on précise, à Manchester United, au terme d'un scénario extraordinaire. Le Fergie Time vient de naître et ce match rentre instantanément dans la légende grâce à ces changements exceptionnels et à ce scénario extraordinaire. La fin du match était si inattendue que le président de l'UEFA, Lennart Johansson, avait quitté son siège dans les tribunes avant l'égalisation de Sheringham pour se rendre sur le terrain afin de présenter le trophée qui était déjà d'ailleurs décoré de rubans à l'effigie du Bayern Munich. Comme quoi, jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, surtout dans le football. Bobby Charlton, ex-légende de United, a déclaré à la fin du match « Pour moi, c'est comme si le monde s'était arrêté. C'est ça, le paradis. » Sir Alex Ferguson sera anobli par la reine quelques semaines plus tard pour service rendu au royaume. Bref, ce match est légendaire, royal. Ah, celle-là, c'est la finale qui aura marqué toute une génération. Un traumatisme pour les amateurs d'un certain type de football, le football total. Et avec à sa tête un porté-dentard qui représentait tant de fantasmes, Johan Cruyff. En 1974, au début de la Coupe du Monde, le favori, c'est plutôt les Pays-Bas. En même temps, autour de Johan Cruyff, l'ossature de l'équipe est globalement constituée de joueurs de son équipe, l'Ajax Amsterdam. Un club qui vient de remporter 3 Ligues des Champions consécutives. Cette équipe joue bien, un style bien défini où les permutations constantes causent du souci aux adversaires. Clairement, tout le monde veut les voir gagner cette Coupe du Monde. Et les Néerlandais ne leur donnent pas tort pendant leur parcours jusqu'en finale. Lors de la phase finale, ils n'encaissent aucun but et giflent tout le monde. 4-0 contre l'Argentine, 2-0 contre l'Allemagne de l'Est et surtout 2-0 contre le tenant du titre, le Brésil. Bon, pour cette finale, en face, c'est pas des petits non plus. L'Allemagne de l'Ouest, c'est clairement une belle armada aussi. Et puis, gros avantage, cette Coupe du Monde se déroule quand même à la maison pour les Allemands, donc ils auront des arguments à faire valoir. Cette finale, c'est un peu le romantisme contre le pragmatisme, la technique contre la discipline, la bataille entre les 2 meilleurs joueurs du monde à l'époque, Cruyff et Beckenbauer. Et à peine cette finale lancée, les Pays-Bas ouvrent déjà le score à l'aide du fidèle lieutenant de Cruyff, l'autre Johan Neskens. La finale est lancée pour les Néerlandais, mais ils se laissent aller à une certaine facilité et il n'en faut pas plus pour voir l'Allemagne revenir au score dès la 26e minute par le biais d'un penalty de Paul Breitner. Pire, les Allemands enchaînent et prennent l'avantage avant la pause grâce à l'inévitable Gerd Müller. Le monde des Pays-Bas s'effondre et on s'attend à voir les Néerlandais se jeter à l'offensive en deuxième mi-temps. Et pourtant, ce sont les Allemands qui continuent de se procurer des occasions. Johan Cruyff n'y arrive pas en ce 7 juillet 1974. Son équipe essaye de faire siège autour de la défense allemande, mais ils sont trop solides et organisés. Les Pays-Bas perdent tout ce qui a fait leur force tout au long de cette compétition. Et ils voient leurs rêves leur échapper contre toute attente. Les Allemands remportent la 2e Coupe du Monde de leur histoire et de leur côté, les Pays-Bas attendent toujours leur première. Allez les gars, on rentre dans la crème des finales cette fois. Pour certains, c'est la plus grande finale en termes de storytelling.
9 juillet 2006, stade olympique de Berlin. La France affronte l'Italie et quasiment tous les joueurs sur la pelouse sont des légendes. Les Bleus n'étaient pas du tout favoris au début de la compétition et l'Italie est marquée par l'affaire du Calciopoli, affaire de corruption qui a secoué le championnat italien quelques semaines auparavant. Bref, deux équipes totalement miraculées mais qui ont réussi à trouver leur force dans cette difficulté et qui méritent totalement leur place en finale. En effet, l'Italie a réalisé un extraordinaire parcours et la France a sorti coup sur coup l'Espagne, le Brésil et le Portugal. Mais le grand événement de cette finale, c'est la dernière de Zizou. Le dernier match de Zinedine Zidane sur un terrain de football. Et dès la 7e minute, il va poser encore un peu plus son empreinte dans la légende de ce sport. Malouda est fauché dans la surface, penalty. Zidane s'élance, il va tirer à droite du gardien, comme d'hab, il a toujours fait ça dans sa carrière. C'est ce que Buffon se dit sûrement aussi d'ailleurs. Mais non, Panenka, presque raté, mais juste parfaite finalement. Elle tape la barre, le ballon rentre, puis ressort. Le monde est sous le choc, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête? Quelle folie il faut avoir pour faire ça à ce moment-là surtout. Barthez a déclaré dans le reportage Rendez-vous le 9 juillet, à ce moment-là, je me suis arrêté quelques secondes et je l'ai admiré. La France est devant, mais l'Italie revient 10 minutes plus tard sur un coup de tête de Materazzi. Un partout. C'est le score à la fin d'un match très tendu, marqué par de très gros contacts et peu d'occasions. Prolongation. La France domine et Ribéry passe très près de donner une deuxième étoile à la France. Plus les secondes s'égrènent, plus Zidane se rapproche de la fin. Tout le monde y pense, évidemment. Mais il y a encore deux moments qui vont entériner définitivement son statut de légende vivante. Tout d'abord, une tête rageuse sur un centre de Sagnol, détournée in extremis par Gianluigi Buffon. Si tu l'avais mis, Zizou, putain. Et quelques minutes plus tard, un geste tragique, presque théâtral. Zidane assène un coup de tête dans le thorax de Materazzi qui s'écroule. L'Italien avait insulté la sœur de Zizou juste avant et il n'a pas su garder son calme. L'arbitre assistant a vu la situation. On apprendra plus tard que c'est les caméras qui ont sauvé les Italiens ce jour-là. Le rouge est sorti, le monde est sous le choc, certains pleurent même. La dernière image de Zidane sur un terrain, c'est une expulsion, en plus en finale de Coupe du Monde. Ça y est, c'est fini, c'était la dernière fois. Mais il y a encore un match à jouer, même s'il a moins de saveur sans lui, on va pas se mentir. Aucun but ne sera marqué et on fonce au tir au but. Trezeguet manque le sien et l'Italie fait un perfect. La squadra chope sa 4e étoile et les Bleus sont à terre. Un match qui ressemble plus à une pièce de théâtre, à un drame en plusieurs actes dont seul le football a le secret. Le fameux miracle d'Atatürk. Bon là clairement en termes de scénario pour une finale c'est une folie. Beaucoup la connaissent mais bon, toujours un plaisir d'y replonger. Déjà le casting sur la pelouse, le nombre de légendes c'est n'importe quoi. Gerrard, Pirlo, Gattuso, Xabi Alonso, Kaka, Maldini, Shevchenko, Nesta, Seedorf, Cafu, Crespo. Bon j'avoue les légendes c'est quand même plutôt du côté du Milan. Mais bon quand on connaît la suite de l'histoire ça veut pas dire grand chose finalement. Dans cette finale en tout cas il y a eu tous les ingrédients d'une grande finale. Déjà une équipe qui domine largement dès le début du match. Et oui, le Milan AC mène 3-0 à la mi-temps. Puis vous rajoutez un coach qui se décide à changer les choses, Rafael Benitez, qui fait alors passer à la mi-temps son équipe à 3 derrière avec l'entrée de Dietmar Hamann, un système que Liverpool n'avait que rarement utilisé cette saison. Pour mettre en place tout ça, il faut un leader pour relancer son équipe, Steven Gerrard, et c'est bien lui qui inscrit le but de l'espoir à la 54e minute. Évidemment, on parlait de scénario, donc une remontée folle, et oui, il ne faudra que 6 petites minutes à Liverpool pour revenir au score avec les buts de Smither à la 56e et de Xabi Alonso à la 60e minute. Belle finale, c'est une finale qui dure, des prolongations, bon ça, j'ai pas besoin d'en dire plus, c'est toujours plaisant en termes de suspense. Et rajoutez-moi un gardien héroïque, parce que oui, pendant cette prolongation, il s'en sera passé des choses et tout le monde garde en mémoire la double parade incroyable de Dudek face à Shevchenko à la 117e minute de jeu. Je vous ai dit qu'une finale ça devait durer, et on est parti pour des pénaltys. Ça, en termes de divertissement, c'est quand même le sommet, surtout pour une finale. Et Jerzy Dudek va encore se faire remarquer dans le bon sens du terme en sortant les pénaltys de Pirlo et Shevchenko. Liverpool est au sommet de l'Europe au terme de cette finale extraordinaire qui aura marqué le foot mondial, et ce, pour longtemps. Ah là là, rien que de parler de ce match, je suis comme un ouf. Quelques jours avant ce Noël 2022, les astres se sont alignés pour nous offrir le cadeau dont tous les fans de football ont toujours rêvé. L'Argentine de Messi face à la France de Mbappé. Stade de Lusail, 80 000 personnes. Le décor est planté, mais le match tant attendu n'aura finalement jamais lieu. Pendant 80 minutes, l'Argentine marche sur des bleus totalement insignifiants et perdus sur le terrain. L'Albiceleste semble habité, guidé par une mission presque mystique. Messi ouvre le score sur penalty et Di Maria en pleurs s'offre un but d'anthologie. Cette équipe est trop forte et la montagne est beaucoup trop grande pour les Bleus. Grégoire Margoton, le commentateur de TF1, dit à la mi-temps « Cette finale restera dans l'histoire si les Bleus arrivent à revenir ». Prémonitoire, en tout cas ça ne semble toujours pas être le cas.
Les vents sont beaucoup trop contraires pour les Bleus, mais au bout d'une ultime accélération, Kolo Muani offre un penalty que Mbappé transforme. La France a le droit de rêver, d'espérer, et c'est déjà un miracle. Il reste 10 minutes. Quelques secondes plus tard, le temps s'arrête. Mbappé donne un bon ballon à Thuram, qui lui remet. Kylian frappe en première intention. On se pince pour y croire. Cette reprise de volée rentre instantanément dans l'histoire du sport et permet aux Bleus de revenir de l'enfer. Vous savez, les matchs de foot, c'est un peu comme le vin. Ils ont besoin de temps et de patience pour façonner leur légende. Mais ce jour-là, et c'est très rare, tout le monde a compris à 7 secondes précises qu'on assistait tous à un moment d'histoire. L'Argentine est KO et les Bleus poussent, mais ce n'est pas suffisant. Prolongation. Le match change encore de camp. L'Argentine reprend le dessus et Messi marque encore. Cette fois, c'est fini. Et non. Penalty pour les Bleus. Et Mbappé décide d'inscrire définitivement son nom dans l'histoire du foot. Triplé en finale, à 23 ans. Bref, il devient à ce moment-là le meilleur buteur de l'histoire des finales de Coupe du Monde et le deuxième joueur seulement après Geoffrey Hurst à inscrire un hat-trick en finale de Coupe du Monde. La France revient encore et s'offre la balle de match. Kolo Muani a la 3e étoile au bout du pied, mais Martinez repousse et sauve son pays. Cette fois, la messe est dite. Les Bleus ont raté le coche et l'Argentine s'impose facilement au tir au but. Les 1 milliard de téléspectateurs éteignent leur télévision, l'esprit et le cerveau essoufflés par un match d'anthologie que personne n'aurait pu imaginer. Si l'on devait définir le football en un match, c'est sûrement celui-ci, en tout cas pour son aspect théâtral. Le foot, c'est la vie, c'est la mort, c'est l'espoir, c'est le doute, c'est la joie, c'est les pleurs, c'est des chants, c'est des cris, c'est tout ça en fait. Et ce match, c'était tout. Avec du recul, même si on a perdu, je suis content d'avoir vécu un tel moment et je pense que vous aussi. Merci à tous les gars de s'être replongés avec nous dans ces moments légendaires de notre sport chéri. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle est votre finale préférée parmi toutes celles-ci et n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Allez, ciao la zone, on vous aime.